Qui a construit le Famille-Mystère Sarah? André Gaudin, Jean-Baptiste André Gaudin. Oui. Et qu'est-ce qu'il a donc fait, Jean-Baptiste André Gaudin, à part le Famille-Mystère? L'usine. Oui. L'usine. Qu'est-ce qu'on fabriquait dans cette usine? Un poêle. Oui, plutôt des poêles. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Le théâtre. Le théâtre. Il était gentil pour ses ouvriers. Il a construit le Famille-Mystère pour ses ouvriers, pour qu'ils soient mieux logés. Le château de Versailles, mais en briques rouges et dans une boucle de l'Oise. Ici, pas de fantôme royal, mais la mémoire d'une incroyable utopie sociale. Nous sommes au Famille-Mystère, bâti dans la petite commune de Guise dès 1858 par un industriel visionnaire, Jean-Baptiste André Gaudin. Ne pouvant faire un palais de la chaumière ou du galetas de chaque famille ouvrière, j'ai voulu mettre la demeure de l'ouvrier dans un palais, le Famille-Mystère. En effet, il n'est pas autre chose. C'est le palais du travail, c'est le palais social de l'avenir. Moi, on m'avait fait peur, parce qu'on m'avait dit, tu te rends pas compte, tu te maries avec un gars du Famille-Mystère. Le Famille-Mystère a autant à voir avec une communauté hippie qu'avec une cité ouvrière. Sans se fréquenter vraiment, on était tous ensemble. C'est une expérience qui est unique au monde et c'est sans doute la seule expérience d'utopie sociale qui est réussie. Même si ce n'était pas une société idéale, tout le monde se connaissait, se rendait service et je peux parler d'une grande famille quand même. Pour comprendre ce qui fut la seule utopie réalisée dans le monde ouvrier du 19e siècle, il n'y a pas meilleur guide que Monique Bronchin. Essayez de vous imaginer tout ça rempli de personnes sur toutes les coursives. Moi j'ai connu, puisque j'habitais, je suis une ancienne famille mystérienne, c'était le lieu de vie où j'avais de la famille dans tous les pavillons. Aujourd'hui, ce palais social attire de plus en plus de visiteurs. 50 000 l'an dernier, très curieux de cette aventure sociale et des bâtiments qu'elle nous a légués. Le mot Gaudin était devenu un nom commun pratiquement. On disait, on a un Gaudin, même parfois si c'était même pas un Gaudin, comme vous me dites peut-être maintenant, un frigidaire, alors que vous savez que le frigidaire c'est une marque. On devrait dire un réfrigérateur. Qui en avait déjà vu dans sa famille des Gaudins? Qu'est-ce que tu avais vu? Une cuisinière? Une cuisinière. Un poêle aussi. Une cuisinière. Alors il faut savoir que M. Gaudin donc, va faire sa richesse par son talent et son ingéniosité. C'est quelqu'un de très brillant dans le domaine. Il va tout le temps innover. Quand il va commencer à faire des petits poêles en tôle de fer, on dit, c'est déjà un progrès, ne serait-ce que pour faire la cuisine. Et alors là, quand il introduit la fonte, elle existait la fonte quand même avant. Il y en avait déjà qui l'avaient utilisée, mais qui n'avaient pas déposé de brevet. C'est lui qui va déposer le premier brevet pour protéger la fabrication de ces poêles en fonte. Alors là, enfin, on voit les appareils produits par M. Gaudin. C'est impressionnant de se dire qu'un seul homme, il a pu réfléchir à tout ça, alors qu'il n'a pas forcément fait d'études supérieures et tout. Il venait pas forcément d'un milieu social qui l'a aidé à devenir ce qu'il a été. Quand un jour, l'industrie mieux organisée garantira à l'ouvrier tous les fruits de plus-value dus à sa part de travail accompli, alors la justice sera faite et elle sera compagne de la liberté. Aujourd'hui, le maître des clés du palais social, c'est Frédéric Pagny. Conservateur du patrimoine, il dirige l'ambitieux projet de rénovation du Famille-Mystère. Et il connaît sur le bout des doigts l'extraordinaire aventure sociale lancée à Guise par Jean-Baptiste André Gaudin. On est dans la cour du pavillon central du palais social. Il y a 3 cours, comme celle-ci, 3 cours vitrées. C'est l'espace de l'habitation unitaire. Ce sont des espaces passionnants parce que ce sont des espaces qui sont à la fois intérieurs et extérieurs. On voit le ciel depuis ces espaces couverts. Et c'est dans ces grandes cours que se réunissait la population du Famille-Mystère, en particulier pour les grandes fêtes du Famille-Mystère, qui étaient la fête de l'enfance et la fête du travail, puisque vous savez que la fête du travail s'invente au Famille-Mystère en 1867. Et ces balcons, pendant ces fêtes, sont noirs de monde, remplis de cette population et de leurs amis, parce que ces fêtes sont ouvertes aussi
aux gens extérieurs et on se contemple finalement, on contemple la réussite de cette société. Ce qu'il faut remarquer dans cet appartement, c'est la hauteur de plafond, la lumière. On est en hiver pourtant, mais c'est un appartement lumineux. L'espace, il faut imaginer que ces 2 pièces représentent un luxe. Ce sont des conditions d'habitation qui sont sans commune mesure avec ce qu'on connaît des conditions de logement au XIXe siècle. Mais il faut bien avoir à l'esprit que cette amélioration des conditions matérielles d'existence ne sont pas l'objectif final de la réalisation du familistère. Godin n'est pas un philanthrope, il déteste la philanthropie. Godin est fourriériste. Ça veut dire qu'il a lu et il est un adepte de la doctrine du philosophe qui s'appelle Charles Fourier, qui repose sur l'image du phalanstère, une espèce de grand palais où la société devient harmonieuse. La doctrine de Charles Fourier repose sur cette révolution pacifique. Deuxième visite de la journée. Monique Bronchin reçoit des infirmières de l'hôpital de Saint-Quentin. Alors voilà, c'est ici la buanderie. Les gens qui sont venus s'installer au Finistère venaient des campagnes alentours. Alors vous savez comment il avait à cette époque, hein? Ou la voir quand il y en avait un. Elles sont venues apprendre comment, au XIXe siècle, un homme, hygiéniste précurseur, avait résolu au familistère la question de l'insalubrité. Surtout, la chose encore plus intéressante, c'est que ça va être à l'eau chaude. Parce qu'il va récupérer l'eau chaude des ateliers d'usine. Donc avec la pente, ça va arriver jusqu'ici. Et donc on va pouvoir laver à l'eau chaude, rincer à l'eau chaude. Dans les années 50, je venais avec ma mère et elle apportait son linge à laver. Et j'ai encore un petit peu l'odeur, quand on rentrait, cette odeur de lessive qui... Est-ce qu'on est en meilleure santé au familistère Godin? Il y a 2 médecins qu'on peut consulter gratuitement, donc tout le monde a accès aux soins. Il y a une infirmerie avec les médicaments. Et puis, il va aussi créer des caisses de mutualité qui vont aider les ouvriers. Si, par exemple, ils sont malades ou blessés à cette époque-là, si on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Donc là, ces caisses de mutualité vont permettre aux gens de continuer à vivre correctement, faire vivre la famille correctement. Et en plus, ces caisses de mutualité, elles étaient gérées par les ouvriers eux-mêmes. Un laboratoire, un expérimental, et tout ce qu'il va faire ici. Moi, je suis très, très surprise aussi sur l'intérêt qu'il portait aux enfants. Parce qu'à cette époque-là, les enfants étaient surtout utilisés, entre guillemets, pour travailler. Et là, lui, de créer cette nourricerie Poupona, l'école maternelle, l'école primaire, de mettre à disposition la piscine, le jardin d'agrément. On ne fait plus ça, là. Maintenant, non, on doit travailler, mais voilà, il n'y a pas ce lien, ce confort, on va dire, ce confort humain. Mais alors, est-ce que lui, au départ, faisait ça pour que ses employés soient plus rentables ou parce qu'il avait ça en lui et que... Ce qu'il veut faire ici, je vous rappelle, c'est une réforme sociale dans un lieu qui compte à peu près 1500, 1700 personnes. Donc, il va expérimenter à l'échelle d'un village et il veut ici qu'on trouve les germes de la société nouvelle. Mais moi, 2011, c'était en mai dernier. Ah, t'as dit 2011, pardon, j'ai pas entendu. Parce que 2010, c'est pas tout. À l'époque où je vivais, moi, ici c'était la boucherie. Alors, je venais avec ma mère faire les courses. Et de l'autre côté, là-bas, c'était la boulangerie. Et comme mon père était directeur de l'économie à cette époque, quand j'étais revenue de Bruxelles, je venais attendre tous les midis mon père et je discutais avec la boulangère dans la chaleur du four. Le fait que ce soit un lieu maintenant de restauration, je trouve que c'est un lieu convivial surtout, où les gens qui viennent peuvent passer un moment pour continuer leur visite l'après-midi, parce qu'il y a tellement de choses à voir ici, et puis se retrouver, il y a des tables communes, ça permet aussi une convivialité et un moment agréable dans la journée. À la vôtre, à votre projet.
Le public vient d'une très grande région, il vient de la Belgique, de la région parisienne, pour l'instant. Mais il peut venir aussi de Corée, parce que le Famille Mystère est connu dans le monde entier dans les écoles d'architecture. Et on vient de Corée, du Japon, d'Allemagne, ou pour écrire des histoires de romans noirs, comme l'ont fait ces messieurs. Et ces messieurs, les voici. Dans les planches que j'ai dû emmener, je crois qu'il y a le mec à moustache, justement. Le vieux, là, que je voulais réutiliser pour le tome 3. Mais en plus, ça ne sera pas une séquence simple à gérer pour moi, parce que si les Allemands occupent toujours le Famille Mystère... À 100 km du palais social, un atelier d'artistes à peine plus grand qu'une chambre de bonne. Ici travaillent Régis Sautière, auteur de bande dessinée, et David François, dessinateur. Sélectionné pour le prix du meilleur album 2011 à Angoulême, De briques et de sang est une intrigue policière qui se déroule à la fin de la Belle Époque. Le personnage de la bande dessinée, c'est le Famille Mystère. Pourquoi l'avoir choisi ? En fait, c'est presque lui qui nous a choisis, je dirais. C'est-à-dire que après la visite, voilà, j'ai eu envie de faire une histoire qui se passait là. Et c'est le bâtiment qui s'est imposé comme ça, enfin l'ensemble de bâtiments et puis l'expérience. Voilà, quand je parle du Famille Mystère, je parle vraiment des deux ensemble. Donc voilà, c'est vraiment le Famille Mystère presque qui, je vais pas dire qui nous a choisis, mais qui s'est imposé dans l'histoire comme personnage central. Alors il pleut un peu aujourd'hui parce que la verrière est plus étanche. Il y a encore des gens qui habitent dans cette aile ? Non, depuis plus d'un an. Et donc c'est cette aile-là qu'il est prévu d'en faire un hôtel, ouais. Déjà, on va commencer la restauration. Vous allez garder la verrière en métal ? Ouais, bien sûr, ouais. Ça a été l'impression de rentrer dans un univers carcéral. C'est-à-dire comme si je rentrais dans une prison où on a un espace central couvert avec des coursives qui donnent sur des cellules. Et je suis rentré ici et j'ai découvert la même chose. Voilà, j'avais les coursives, j'avais l'espace central. En plus, on voit qu'il y a un petit côté un peu cradingue. C'est un peu l'image qu'on a aussi de la prison. Donc ça a d'abord été une impression assez oppressante. Aujourd'hui, depuis quelques décennies, on se fait une représentation de l'habitation collective. L'habitation collective, c'est le mal, et l'habitation individuelle, c'est le bien. Et quand on parle de l'habitation collective, c'est pour montrer de grandes tours qu'on abat à l'explosif. Je schématise, mais pas beaucoup en disant ça. Ouais, c'est encore plus impressionnant d'ici. Ouais, c'est là, on voit un petit peu le vertige. Là. Ah ouais, ça va. Il y avait des 3 pièces tous. L'expérience voulue par Godin, mise en place par Godin, a été complètement oubliée par tout le monde. Et donc c'est en découvrant cette expérience-là que je me suis dit c'est extraordinaire ce qui s'est passé ici et que j'en suis ressorti avec l'envie de raconter une histoire qui se passerait dans ce lieu à une époque où l'expérience fonctionnait encore. La chose à préciser, c'est que tous ceux qui travaillent à l'usine n'habitent pas le Famille Mystère. Il y a, quand tout sera construit, il y a à peu près 500 logements. Est-ce que, même si tout le monde n'avait pas forcément envie de venir habiter ici, est-ce que les familles mystériens, donc, qui étaient, comme vous le disiez aussi, une sorte d'aristocratie prolétarienne, n'ont pas volontairement aussi empêché la construction de nouveaux pavillons d'habitation pour conserver une partie de leurs privilèges, qui était notamment une forme d'intéressement au bénéfice de l'usine? Ils vont finir par se comporter comme une aristocratie. Oui, et par définition, une aristocratie, elle repose sur ses privilèges. Pour devenir associé, il faut habiter au Famille Mystère depuis 5 ans, au moins, avoir 5 ans d'existence. Donc, les premiers concernés sont les enfants il faut savoir lire et écrire. C'est 2 des 5 réquisites pour devenir associé. Donc, qui, naturellement, peut devenir associé? Les enfants d'associés. Pour moi, c'est pas vraiment une expérience communiste, dans la mesure où Godin ne se place pas dans une perspective de lutte des classes. On n'est pas dans le prolétariat contre le patronat ou contre la bourgeoisie. Le projet de Godin, c'est au contraire d'embourgeoiser le prolétariat quelque part. Dans le cadre de cette expérience, on est dans une forme d'aristocratie, et donc Godin vise à transformer les ouvriers en bourgeois. Et ça plaît pas.
Depuis la fin des années 90, plus d'une cinquantaine d'entreprises collaborent aux multiples chantiers de restauration du Familistère. Après le pavillon central, dont la verrière et la cour ont été reconstituées à l'identique, c'est aujourd'hui l'aile droite qui profite d'un lifting complet. Bruno Hérault est le coordinateur du projet Utopia. La journée avec les bâches. Vous finissez quand alors? Aujourd'hui, il m'avait dit qu'il mettrait les bâches de côté. Mais aujourd'hui, l'enjeu dans cette verrière, c'est de restituer la lumière. Et on a ici travaillé à la restitution d'une finesse de la structure. C'est-à-dire que à l'origine, on a l'impression que cette charpente, c'est presque des allumettes. Eh ben, le principe, ça a été de redonner de l'inertie à cette charpente. Quand on donne de l'inertie, c'est donner de la hauteur à ce qu'on appelle les fermes, les poutres qui supportent la verrière, pour qu'elle soit plus solide. Et au final, quel est l'enjeu? C'est de répondre aux notions de sécurité d'aujourd'hui qui n'étaient pas celles du 19e siècle. Et là, justement, on a un verre feuilleté comme le pare-brise de votre voiture. On a tout un dispositif technique qui permet d'assurer cette stabilité, mais il a fallu en même temps le faire dans le respect du monument historique, puisqu'on est classé monument historique ici. Et donc c'était important de gérer la chose de cette façon-là. L'enjeu, c'est par exemple de créer un hôtel multistandard, 95 chambres, dans l'aile gauche du Familistère, dans lequel multistandard, ça veut dire quoi? De 1 étoile à 5 étoiles. Ça veut dire que l'étudiant, l'ouvrier, croisera le patron d'entreprise, comme c'était le cas ici, l'ouvrier, le gérant, le contremaître, cohabitaient dans les mêmes univers. Donc le projet hôtelier est dans le prolongement du projet familistérien. Et au-delà de ça, séminaires, conférences, colloques, pouvoir se retrouver au théâtre de 360 places qui permet d'accueillir des vrais groupes et puis de travailler en atelier à côté de ça dans le cadre des séminaires conférences. L'important, c'est de donner l'outil de résonance à cette histoire et de se dire comment on peut fabriquer peut-être un autre monde aujourd'hui, peut-être autour de l'association coopérative du capital et du travail, mais que sais-je, sous d'autres formes aussi. Le projet d'Utopia, il s'est monté autour d'un principe simple, c'est que les habitants qui habitaient ici devaient pouvoir rester ici s'ils le souhaitaient, et c'est ce qui s'est passé. Donc on est dans un musée de site original, il n'y en a pas d'autres en France. C'est le seul musée de France où des habitants habitent dans le musée. Simone Dorge, elle, est une héritière directe de la philosophie de Gaudin. Elle vit dans le palais social depuis 60 ans. Jeune fille de la ville voisine, elle venait chercher le pain tous les jeudis aux économas et danser à la fête du travail le 1er mai. Ce qui devait arriver arriva. Elle épouse un familistérien en 1952. Mais pour vivre avec lui dans la communauté du Familistère, elle a dû accepter de se plier aux règles du lieu. Certaines personnes de la ville, Guise même, tiquaient un peu sur les gens du Familistère, parce que d'après eux, c'était bourgeois, c'était les femmes de directeurs, des sous-directeurs. C'est vrai, mais il ne faut pas croire qu'elles étaient autrement que les autres. Moi, on m'avait fait peur, parce qu'on m'avait dit, tu te rends pas compte, tu te maries avec un gars du Familistère. Alors on m'a dit, on a dit à mes parents, mon père, il faudrait qu'elle passe au tapis vert, pour voir si elle sera élue. C'est un vote. J'ai compris ce que c'était que passer au tapis vert. Parce que je suis rentrée dans une salle qui faisait au moins jusque la porte. Au milieu, il y avait une table énorme, mais ovale, toute recouverte de velours vert. Les doubles rideaux en velours vert, les murs verts. Ah, j'ai dit, je sais ce que c'est que le tapis vert. Le gérant m'a dit, mademoiselle, voulez-vous habiter et rester familistérienne? J'ai dit oui, monsieur. Alors les autres, ils ont dit, c'est très bien, on va vous poser des questions. Alors on m'a posé les questions. Alors la première qu'on m'a demandé, vous allez vous marier? Je dis oui. Alors il me dit, vous n'avez pas le droit de vous promener sur les balcons en robe de chambre après 10 heures. Vous allez vider les seaux hygiéniques aux toilettes dans le coin qu'on vous a expliqué, je dis oui. Et vous allez chercher de l'eau à la borne fontaine là-bas. Mais je ne veux voir personne en robe de chambre, en bigoudi, avec le seau hygiénique, aller dans le coin là-bas pour vider tout ça, puis ramener de l'eau, puis peut-être du charbon après. Il faut que tout ça se soit fait pour 9 heures.
Et chaque personne qui a été admise au familistère, comme moi, on nous donnait un règlement. Et on nous disait, il faut le lire. Les conseils et règles qui précèdent ont pour objet de rappeler aux habitants du familistère que le bonheur et le bien-être dans la vie ne sont pas l'œuvre du hasard, que chacun est avant tout un agent du progrès et du bien-être dans la société. Moi, je dis, on faisait quand même un noyau. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour moi, personnellement, le familistère, c'était une ville dans une ville. Alors, en 55 à peu près, cette photo. Et moi, je suis de 33. C'est pas nouveau. Ça, c'est mon oncle. Mon beau-père. Mon autre oncle, lui, là derrière. De l'épopée industrielle à l'extraordinaire expérimentation sociale, seule subsiste aujourd'hui la marque commerciale des poêles Godin. L'industriel visionnaire avait voulu une réforme sociale et il voyait grand. Il imaginait qu'un jour, d'autres familistères seraient construits en France. Mais à sa mort, en 1888, le rêve s'écroule. Les ouvriers sont devenus des bourgeois. Ils ne mettront pas un sou dans le projet social de Godin. Godin est extraordinairement déçu. Pour lui, il ne s'agit pas simplement d'une amélioration du bien-être. L'objectif, il est plus élevé que ça. Il leur dit « Vous m'avez déçu » sur le ton du reproche. Il profite des équivalents de la richesse sans toucher aux objectifs plus élevés de l'expérimentation, qui est celui de l'harmonie sociale, de la coopération entre les êtres, de la solidarité, donc encore autre chose que le bien-être matériel collectif. Les échecs ont suivi de si près les rares tentatives de réforme sociale qu'on en est arrivé à traiter de rêveurs les hommes qui les préconisent. J'ai traduit mes pensées en actes et je leur ai donné l'organisation et la vie avant de les exposer en théorie. Il n'est donc pas possible de dire que je suis resté dans le domaine des utopies. Mais le familistère appartient à un grand mouvement d'expérimentation sociale absolument passionnant qui finit par façonner peu ou prou la société. Ces expérimentations sociales, elles sont faites pour transformer le monde, pas pour se rendre heureux soi-même, mais pour donner l'exemple au monde de ce qu'il est possible de faire. En ceci, elles jouent un rôle sans doute irremplaçable, très précieux. Chaque période de crise voit une accélération formidable de création, de développement de communautés utopiques. Ça doit être le cas au moment où nous en parlons, et elles vont diffuser dans la société, dans les temps à venir. Elles ont des choses à dire sur la société, et la société, même si elle semble pas les regarder, finalement en est aussi inspirée. Ce que vous allez devoir faire, c'est reconstruire le familistère. On a mis la maquette qui est là, et vous allez devoir le reconstruire morceau par morceau. Ici, donc c'est là qu'elle se place. Vous voyez, ici, la place est là. Ouais, ça. Tu vois, fenêtre, là, porte. Voilà. Regarde, est-ce que tu vois des numéros ici? Où est-ce qu'ils sont? Déjà, celui-ci, tu vois, en fait, il y a une chose qui peut t'aider, c'est qu'il y a des portes et des fenêtres par ici. Donc les portes, elles sont côté cour. C'est inimaginable ce qu'il a fait. Moi, j'aurais voulu connaître M. Godin. Je vous le cache pas, hein. Et j'aurais pas été gênée d'aller le voir. Pour m'instruire, pour me dire comment il avait pensé à ça. Parce que moi, même mon père, il avait acheté des livres sur Godin. Je les ai lus avant lui, hein. Ce qu'il voulait, c'est qu'on transmette. Je suis là pour ça aujourd'hui. C'est pour transmettre. Alors, déjà, parce que c'est mon patrimoine, parce que ma famille en a profité, mais c'est ce que désirait M. Godin.